Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, revenons sur l'intégrale que nous avons vue, donc à la fin de la vidéo précédente. Et à première vue, on pourrait croire que chacun des termes qui contribuent à cette intégrale doit donner 0. Parce que c'est un pseudo-tenseur de Lorentz qui dépend d'un argument quadrivectoriel. Donc, pour une raison d'annulation de changement de signe, tout doit s'annuler. De plus, on pourrait aussi affirmer qu'une translation de la variable d'intégration de P en P plus K2 montre une annulation entre le premier terme de l'intégrand de Q rho T menu 1 et le second dans Q rho T menu 2. En fait, les deux arguments sont faux. Ceci à cause de la divergence linéaire de ces intégrales. C'est vrai pour des intégrales finies, mais pour des intégrales qui divergent, on ne peut pas faire ce genre de raisonnement, pas sur des intégrales divergentes. Alors une méthode sûre est d'utiliser une régularisation de Pauli-Villars qui est invariante de jauge. La régularisation dimensionnelle n'est pas souhaitable ici à cause de la présence de gamma 5 ou de epsilon mu nu rho sigma qui est particulier à un espace-temps à 4 dimensions. L'introduction d'un champ régulateur de grande masse, grand M, transforme le résultat en Q rho fois T mu nu rho 1 T chapeau mu nu rho 1 de M carré moins de M moins T mu nu rho 1 chapeau toujours de grand M est égal à M sur G T mu nu 1 de M moins grand M sur G T mu nu 1 de grand M. Puisque les arguments qu'on vient de donner restent valables pour la partie finie de l'intégrale, la partie finie régularisée. Donc il ne reste pas grand-chose dans le résultat. Il reste cela. À partir de là, on trouve facilement que la limite, quand grand M tend vers l'infini, de grand M sur G T mu nu 1 de grand M est égal à alpha sur 2pi fois epsilon mu nu rho sigma K1 rho K1 sigma. Le résultat de la régularisation est donc de découvrir, de révéler ce terme fini qui représente l'effet de la deuxième partie dans l'intégrale. Finalement, en ajoutant la contribution des deux premiers diagrammes que nous avions vus, on trouve que Q mu fois T chapeau mu nu rho est égal à M sur G T mu nu moins alpha sur pi epsilon mu nu rho sigma K1 sigma K1 rho K1 sigma. Alors, le premier terme, évidemment, s'annule
Q carré pour un transfert de moment nul. Le deuxième, non. Ce deuxième terme est le terme anormal, qui est sur le côté droit, et qui corrige la relation que nous avions obtenue en supposant vrai le résultat de Veltman-Sutherland. Alors, notons que les identités sur le caractère transverse des photons sont encore respectées, elles sont préservées. Nous pouvons aussi nous demander s'il n'est pas possible d'éliminer ce nouveau terme en multipliant, donc en ce terme-là, en utilisant un schéma de soustraction différent pour la renormalisation. Après tout, même si Q rho fois T mu nu rho est fini, ce n'est pas le cas de T mu nu rho chapeau, qui diverge. Une divergence linéaire. Alors, le terme de soustraction inconnu est delta T mu nu rho, et ça doit être un polynôme linéaire en K1, K2, et il doit se transformer comme un pseudo-scalaire, comme un pseudo-tenseur de Lorentz, qui est symétrique dans l'échange K1 mu, K2 nu. Le seul candidat qui reste à la forme, une certaine constante, fois epsilon mu nu rho sigma, fois K1 moins K2 sigma. Mais ce terme ne satisfait pas le critère de transversalité des photons, ce qui le rend faux, ou plutôt la constante doit être égale à 0. Il est aussi possible de trouver une identité de Ward sans anomalie pour le courant axial, c'est-à-dire à nouveau de la forme déduite de Veltman-Sutherland. Mais le prix ici est de perdre l'invariance de jauge ordinaire, un prix trop élevé à payer. L'anomalie qui apparaît donc ici est plutôt bienvenue, puisqu'elle conduit à une durée de vie du π0 qui est satisfaisante. Donc, elle résout le problème, montrant que la renormalisation, comme j'ai dit, a un côté beaucoup plus profond que de simplement faire disparaître des quantités infinies. Plutôt que de vouloir à tout prix préserver la divergence du courant axial, il est plus efficace de la corriger au premier ordre alpha, ce qui donne des mu A mu 3 est égal à Fp Mp carré π0 moins, donc la correction, alpha sur 8pi fois epsilon mu nu rho sigma f grand F mu nu f grand F rho sigma, où ici grand F mu nu est le tenseur champ électromagnétique. Aucun des résultats précédents qui ont été obtenus précédemment ne sont affectés par cette correction. L'impossibilité de maintenir les identités de Ward qui sont déduites de l'approximation classique dans la théorie régularisée ou renormalisée justifie le nom donné à six identités de Ward anomales, pas anormales, mais anomales. Voyons maintenant leurs propriétés générales et leurs conséquences. Parce que le phénomène analysé ici
dans le cadre du modèle sigma, est en fait commun à toutes les théories avec des fermions qui sont couplés à des courants axiaux. Quand on essaye de satisfaire simultanément les identités de Ward axiales et les identités de Ward vectorielles. Cela avait été déjà découvert très tôt, en 1951, par Schwinger. Et ça a été étudié explicitement par Adler pour l'électrodynamique et par Belt et Jacques-Yves pour le modèle sigma. En électrodynamique, on désire vérifier la relation des mu J mu 5 oui, la version d'ici, évidemment, J mu 5 est égal à des mu psi bar gamma mu gamma 5 psi qui est encore égal à 2m fois psi bar gamma 5 psi. Et ceci est égal à 2m J5. Qui dit que la non-conservation du courant axial vient en fait du terme de masse des fermions. Le courant axial qui est ici, attention, diffère d'un facteur 2 de celui qu'on avait discuté dans le modèle sigma. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons les conséquences de ce phénomène. Je vous remercie.